que signifie encore le féminisme en Europe, en France, en 2026, si autant de camps politiques s'en revendiquent, en sachant que tous ces camps, tous ces groupes ne partagent pas du tout ni la même vision du monde, ni la même vision de la société, ni la même vision des rapports hommes-femmes. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de la Baronne. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur la Journée internationale des droits des femmes et plus largement sur le féminisme. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de choses intéressantes à en dire. Alors tout d'abord, je voudrais parler d'un phénomène que je qualifie d'étrange, qui est cette espèce d'unanimisme du féminisme qui questionne un petit peu le contenu même du féminisme aujourd'hui en 2026. Et puis, par ailleurs, j'aimerais focaliser un petit peu sur deux récits qui circulent assez régulièrement dans l'espace public, et notamment un qui semble être devenu depuis quelques années une forme de croyance populaire assez largement partagée et diffusée. Et donc, avec ces deux aspects, je voudrais poser la question de qu'est-ce que le féminisme aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est devenu le féminisme aujourd'hui ? Alors c'est devenu désormais une tradition depuis quelques années. Le 8 mars, chaque 8 mars, il y a une grande manifestation pour parler de cette journée internationale des droits des femmes. Et chaque année, depuis quelques années, cette grande manifestation se transforme en sorte de bataille rangée entre différentes tribus, je dirais, qui chacune revendique l'appellation féministe. Et alors ça, c'est le premier point qui est très intéressant à observer, c'est qu'on a donc différents groupes qui se revendiquent du féminisme, qui participent à cette marche, à cette manifestation, et qui se trouvent tous à différents endroits du spectre politique. C'est-à-dire que de l'extrême gauche à l'extrême droite, plus ou moins tout le monde se revendique du féminisme. Et puis on se retrouve avec les féministes de gauche ou d'extrême gauche qui refusent la présence ou la participation d'autres groupes à cette manifestation pour les droits des femmes, sachant que ces autres groupes se revendiquent également féministes. Et donc on va avoir des accusations de non-féminisme ou de faux féminisme qui vont fuser de toutes parts vis-à-vis d'autres groupes. Donc par exemple, on va avoir les féministes plutôt de gauche ou d'extrême gauche qui vont accuser les féministes comme Némésis, qui est un collectif de droites identitaires qui se revendique féministes, et elles se font accuser de ne pas être de vraies féministes puisqu'elles instrumentaliseraient la question à des fins racistes. Celles-ci accusent les féministes d'extrême gauche de ne pas être de vraies féministes puisque celles-ci ne prendraient pas en compte les questions liées à l'immigration et défendraient le voile. Et puis on a celles qui sont plutôt au centre, ou disons les féministes universalistes, qui elles accusent les deux autres de ne pas être de vraies féministes puisqu'elles instrumentaliseraient chacune à leur manière des questions identitaires. Alors moi c'est un phénomène que j'observe depuis une petite dizaine d'années, dont je parle depuis une petite dizaine d'années déjà, cette espèce de liste à la Prévert de courants féministes dans tout le spectre politique de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tout le monde se revendique du féminisme. Alors on a ainsi les féministes intersectionnelles, les féministes radicales, les écoféministes, les féministes identitaires de droite, les féministes universalistes, le féminisme musulman, etc., etc. L'afroféminisme aussi. Alors on a je ne sais pas combien de courants féministes. On avait aussi l'étiquette alter-féministe qui a été proposée par, je crois que c'était Eugénie Bastier ou Natacha Polony. Il semblerait que ce soit vraiment la chose à faire que de se revendiquer féministe. Tout le monde, visiblement, a envie de l'être, a envie d'avoir le label, et cherche plus ou moins à sauver ou à préserver une forme d'authentique féminisme. La question est simple à partir de cette situation un peu étrange que je viens de décrire, c'est que signifie encore le féminisme en Europe, en France, en 2026, si autant de camps politiques s'en revendiquent, en sachant que tous ces camps, tous ces groupes ne partagent pas du tout ni la même vision du monde, ni la même vision de la société, ni la même vision des rapports hommes-femmes. Comment des groupes aussi opposés sur les visions du monde des rapports hommes-femmes peuvent se revendiquer du féminisme ? Et dans ces cas-là,
quel est encore le contenu précis du féminisme quand tout le monde cherche à s'en revendiquer. On se retrouve donc avec un terme que tout le monde veut s'approprier, auquel tout le monde veut être associé, mais en ne partageant pas du tout le même sens de ce mot-là et de ce concept-là. Il semblerait que le féminisme aujourd'hui joue plutôt le rôle d'une forme de label moral, de marqueur moral, plutôt que de concept avec un contenu analytique ou critique précis. Autrement dit, quelle que soit la vision du monde que tu as et la cause que tu veux défendre, il suffit de la tamponner féministe pour te dire quelque part du côté du bien. Donc on a une sorte de fonctionnement inversé des idées. Ce n'est pas parce que d'abord je défends telle vision des rapports dans la société que je peux me dire féministe, c'est parce que je me revendique féministe que je peux coller n'importe quelle vision derrière, ça passera. Alors vous pourrez me rétorquer qu'il y a toujours eu une diversité au sein des courants féministes. Oui, sauf que par le passé, c'était un peu plus marginal, c'était quand même un peu plus dans un certain camp politique. Il n'y avait pas comme ça une forme de revendication très large sur le spectre politique et aussi mainstream, je dirais. Et c'est peut-être parce que c'est devenu relativement conformiste et consensuel de se dire féministe que le féminisme n'a plus de sens, n'a plus de substance, n'a plus de contenu. Et d'une certaine manière est mort. Dans ce contexte un petit peu étrange, on voit un certain nombre de récits circuler autour du féminisme, comme si un certain nombre de personnes récitaient un catéchisme autour d'un dogme devenu assez central ou devenu prédominant. Et notamment un qui est bien illustré, je trouve, par ce tweet d'Aurore Berger, et qui dit en creux, en somme, que les femmes incarneraient la révolution pour la liberté, pour l'émancipation et quelque part le progrès. Ce qui est intéressant avec ce récit, c'est qu'il incarne, à mon sens, ce que j'appelle l'essentialisme progressiste, un essentialisme positif. Alors on avait par le passé des discours, on va dire, entre guillemets machistes ou patriarcaux, qui attribuaient aux femmes un certain nombre de valeurs comme une moralité supérieure, la gentillesse, la bonté, l'empathie, le sens du sacrifice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans ce discours progressiste, dans cet essentialisme progressiste, plus ou moins le même genre de mécanique qu'on avait par le passé, mais qui venait a priori plutôt d'une vision assez traditionnelle de la société. Et ce qu'on observe donc avec cet essentialisme progressiste, c'est que d'une certaine manière, il reprend la même logique en la valorisant. Les femmes deviennent alors une forme de totem moral. Elles incarneraient naturellement le progrès, l'humanisme, la liberté, l'égalité. Et alors c'est ce qui va justifier, entre autres, par exemple, le fait qu'il faudrait plus de femmes dans les sciences, plus de femmes dans les comités de direction, plus de femmes élues à l'Assemblée nationale. Alors non seulement au nom de l'égalité, puisque c'est comme ça qu'on le vend évidemment, mais aussi en creux, c'est moins dit explicitement, mais c'est clairement ce qui est sous-entendu, ou ce qui est pensé, parce qu'elle serait supposée améliorer moralement les organisations. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un certain nombre de secteurs d'activité, secteurs professionnels, qui cherchent à recruter plus de femmes, à valoriser le fait qu'ils ont un certain pourcentage de femmes, ou qu'ils ont une politique de ressources humaines qui cherche à intégrer plus de femmes. Je pense notamment à des secteurs dans l'industrie, ou des secteurs un peu techniques. On a aussi un ensemble de discours de management ou de discours économiques qui nous expliquent que plus de femmes dans une entreprise, ça améliore les performances de l'entreprise, etc., etc. Et je pense que ça accompagne le mouvement de substance vidée du féminisme, qui est devenu un label moral, que de, en fait, s'être plus ou moins mu en partie en essentialisme positif, en essentialisme féminin. Et quand je disais en début de vidéo qu'il y avait des récits qui étaient devenus des formes de croyances populaires largement partagées, celui-ci en fait plus ou moins partie, parce que on va être amené régulièrement à voir des gens ne pas comprendre pourquoi
Des femmes pourraient être, par exemple, dans la police des mœurs, en Iran, ou pourraient décider de porter le voile. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement ce réflexe de se demander comment il est possible que des femmes choisissent leur propre oppression. Et on va recourir régulièrement à des concepts comme la servitude volontaire, par exemple, ou faire le parallèle avec des noirs esclaves qui décidaient d'être du côté de leur maître, ce genre de choses. Parce que, quelque part, ce que ça dit, c'est qu'il n'est pas envisageable, il n'est pas possible d'envisager que des femmes considèrent que cette vision du monde traditionnelle, des rôles traditionnels entre hommes et femmes, soit quelque chose de parfaitement logique, ou soit bénéfique, ou soit quelque chose de moralement bien. Donc il y a derrière cette idée un peu une façon de se dire qu'il y aurait une nature profonde chez les femmes qui serait celle de vouloir la liberté ou l'égalité, et il est devenu quasiment inconcevable que des femmes puissent vouloir adhérer à un système, une organisation plutôt traditionnelle. L'histoire regorge pourtant d'exemples de femmes qui ont joué le rôle de gardiennes de la morale et des bonnes mœurs. On peut penser notamment à l'exemple de Florence à la fin du XVe siècle, avec cet épisode du bûcher des vanités, puisque dans les années 1490, il y a eu un mouvement de réforme morale très strict qui s'appuyait sur les prêches du moine Savonarola, et les témoignages des historiens mettent en exergue le fait qu'il y avait de nombreuses femmes pieuses qui participaient à ce mouvement de réforme morale très strict, des femmes pieuses issues des élites urbaines et qui encouragent la modestie vestimentaire, qui dénoncent des comportements jugés immoraux et soutiennent des campagnes contre le luxe et la coquetterie. Et donc lors du célèbre bûcher des vanités, où on va brûler bijoux, cosmétiques et objets considérés comme corrupteurs, ces réseaux féminins jouent un rôle très important dans la diffusion de cet idéal moral exigeant. L'histoire confirme pas vraiment que les femmes seraient par essence un groupe homogène tourné vers la liberté, l'égalité, etc. Ni que ce serait un groupe par essence tourné vers la transgression et l'émancipation. Et alors là, en général, intervient un contre-argument qui est de dire bah oui, mais à l'époque, elles avaient pas le choix, parce que elles étaient soumises par les hommes, par le patriarcat, etc. Alors première chose, personne les a obligées, ces femmes-là, lors du bûcher des vanités, lors de cette période à Florence, personne les a obligées à participer activement. Au pire, si elles étaient mues par une véritable envie de liberté ou d'émancipation, et que c'était compliqué de mettre en avant ces idées-là, elles pouvaient, au pire, ne juste pas participer du tout. Ces femmes ont choisi de participer activement. L'autre problème que pose ce contre-argument, c'est qu'en creux, il laisse entendre que, en fait, hommes et femmes seraient endoctrinés par le patriarcat, mais seuls les hommes seraient capables d'avoir une forme d'agentivité par rapport à cette idéologie. Soit de la défendre ouvertement, soit, pour certains, de la critiquer. Mais les femmes, elles, seraient dans une forme d'emprise, elles n'auraient pas trop le choix en fait, elles seraient contraintes par la domination des hommes, donc elles n'auraient pas trop le choix. D'une certaine manière, ce que ça dit, c'est que à endoctrinement égal, avec un avantage pour les hommes peuvent plus facilement en gros penser par eux-mêmes et soutenir activement par eux-mêmes ce système ou le dénoncer, mais en revanche pour les femmes c'est trop compliqué, donc il y a une forme d'infériorité des femmes qui est défendue à travers l'idée qu'elles n'auraient pas pu se dépêtrer de ce genre de système. Alors que ce serait quand même plus simple d'accepter simplement le fait que les femmes ne sont pas un groupe homogène et qu'il y en a un certain nombre qui partagent volontairement l'adhésion à des systèmes traditionnels, patriarcaux ou conservateurs, tout simplement. Et alors l'autre récit qui circule, alors celui-là que de la gauche évidemment, c'est l'extrême droite n'est pas féministe. L'extrême droite est anti-féministe. Donc ça a été relayé entre autres par tout un tas d'élus et de militants de gauche à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, notamment par Fabien Gay, un élu communiste, je crois. Alors, historiquement, il n'a pas totalement tort, ce récit n'est pas totalement faux. Historiquement, le féminisme est plutôt né à gauche, dans des rangs socialistes ou libéraux au XIXe siècle. Mais la question n'est pas tellement l'origine historique.
la première question déjà est qui a autorité pour dire qui a le droit de se déclarer féministe? Parce que il y a de fait des femmes de droite identitaires qui se revendiquent elles-mêmes féministes. C'est leur droit. On peut être évidemment en désaccord avec ce qu'elles disent ou avec ce qu'elles prônent, mais qui a autorité pour dire qu'elles ne peuvent pas se dire féministes? Si un homme peut s'identifier en tant que femme, pourquoi une femme de droite identitaire pourrait pas s'identifier en tant que féministe? On pourrait peut-être poser la question aux champions de l'autodétermination. Il y a déjà une première incohérence. Ça, à la limite, c'est pour la blague. Le problème, en réalité, est plus profond que ça. Parce que quand on regarde aujourd'hui certaines réalités sociales très concrètes, à propos de la condition féminine, on observe un phénomène paradoxal. Certaines pratiques qui touchent directement à l'autonomie des femmes, et certaines pratiques qui devraient être le cœur de la bataille des féministes en 2026 sont pratiquées ou existent encore au sein d'un certain nombre de populations issues de diverses immigrations, notamment du continent africain. Je pense au mariage forcé ou arrangé, à l'excision, au certificat de virginité, ne serait-ce que le voile aussi, on peut se poser la question, des pressions familiales ou communautaires très fortes qui vont s'exercer sur les femmes, sur leur virginité, sur leur pureté, sur la non-mixité, sur l'endogamie, le fait de ne pas être en couple avec quelqu'un qui n'est pas de la communauté, etc. Bref, tout ce qui est le cœur, normalement, du féminisme, l'autonomie individuelle des femmes, est mise à mal par un certain nombre de pratiques ou de coutumes qu'on va retrouver au sein de populations issues de diverses immigrations. Et là-dessus, l'extrême gauche, le féminisme d'extrême gauche, est en général extrêmement silencieux. Alors pourquoi il est silencieux? Parce que ces pratiques sont associées en général à des minorités ethniques ou religieuses qui seraient par ailleurs opprimées ou dominées, donc il conviendrait de ne pas trop en parler pour pas les stigmatiser plus. Et donc dans cette logique, dénoncer ces pratiques, ces us et ces coutumes, ou ces traditions, reviendraient à tenir des discours racistes ou islamophobes. Et donc résultat, au nom de la lutte contre la stigmatisation, un certain nombre de femmes issues de ces communautés-là sont invitées à se taire, et sinon elles sont accusées de faire le jeu de l'extrême droite. Et c'est là que je voulais en venir. C'est ça la situation paradoxale, c'est que comme la gauche radicale ou l'extrême gauche, le féminisme d'extrême gauche ne veut pas vraiment s'attaquer à ces questions-là, elle laisse de fait le champ à des forces politiques dites de droite ou d'extrême droite, qui elles-mêmes vont se revendiquer féministes, qui elles vont plus parler de ces questions-là liées à l'immigration. Et donc, de fait, on se retrouve dans une situation extrêmement paradoxale où ce qui touche au fondement du féminisme, c'est-à-dire l'autonomie individuelle des femmes, est traité plus par des groupes dits d'extrême droite que par le féminisme d'extrême gauche qui, dans le même temps, s'autoproclame seul détenteur officiel et légitime du féminisme. Et donc le débat public se retrouve piégé dans cette rhétorique assez efficace. Si vous parlez de charge mentale, vous êtes féministe. Si vous parlez de violence sexuelle en général, vous êtes féministe. Si vous parlez de manque de représentation des femmes dans les médias ou dans la politique, ou au sommet des entreprises, vous êtes féministe. Mais si vous parlez de mariage forcé, d'excision, de polygamie, de certificat de virginité, de pression religieuse ou communautaire sur la liberté sexuelle des femmes, alors là, vous allez être accusé d'instrumentaliser le féminisme à des fins racistes. Et à force de répéter ce cadrage, il finit par s'imposer comme un dogme puissant, évident, et qui fait que, mécaniquement, de moins en moins de gens ont envie d'aborder ces sujets-là quand ils se disent de gauche. Mais le fait est que tous ces débats sur la charge mentale, la représentation des femmes, etc., sont des sujets a priori secondaires par rapport au cœur de ce qu'était le féminisme à la base, c'est-à-dire l'autonomie individuelle des femmes. Alors évidemment, ce récit de seule la gauche et l'extrême gauche peut être féministe et l'extrême droite ne peut pas être féministe, il colle aussi avec un autre récit qui est que, en gros, la gauche incarnerait à elle-même le camp du bien, du progrès et de l'émancipation, et que, à l'inverse, la droite incarnerait la domination, l'oppression, l'intolérance, la misogynie. Donc c'est pour ça
qu'on voit aujourd'hui ces scènes un peu absurdes, cette espèce de bataille rangée lors de la manifestation du 8 mars, des groupes qui se disputent le label du vrai féminisme, chacun expliquant que les autres sont illégitimes, puisque dans ce cadre-là, le féminisme est devenu moins une réflexion sur la condition féminine qu'un simple marqueur moral. Alors, dans toute cette confusion générale, ce contexte un peu étrange, cette situation un peu incompréhensible, on se dit que si le féminisme veut rester un mouvement sérieux, il doit probablement retrouver une boussole claire, définir ce qu'il défend réellement, ce qui constitue son cœur, et éviter peut-être de se perdre dans des batailles de tribus et dans des batailles de sujets secondaires. Quand il y a actuellement en France des filles qui sont excisées ou mariées de force, qu'il y a actuellement de plus en plus de jeunes filles qui se voilent ou à qui on demande des certificats de virginité, qu'il y a encore des femmes qui subissent des pressions familiales ou communautaires pour le choix de leur partenaire ou sur leur liberté sexuelle, il serait peut-être temps que le féminisme se reconcentre de nouveau sur ce qui a toujours été le cœur de son combat, l'autonomie individuelle des femmes, et pas autre chose. L'égalité civique, politique étant une réalité aujourd'hui, si le féminisme veut devenir un projet d'ingénierie sociale, ce qu'il est devenu à mon sens depuis un certain nombre d'années, alors peut-être devrait-il se préoccuper prioritairement des sujets les plus graves et les plus sérieux qui touchent la condition féminine aujourd'hui en France en 2026. Parce que pour le moment, ce qu'il réussit, c'est à montrer des batailles de groupes de femmes les unes contre les autres, une sorte de rivalité féminine très très bien orchestrée et assez spectaculaire, qui doit beaucoup faire rire tous les masculinistes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des remarques, des contradictions, des suggestions, et peut-être même des idées de sujets que je pourrais aborder dans les prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup, à bientôt sur la chaîne de la Baronne.